Bonsoir à toutes et à tous. Difficile exercice que le mien, intervenir après les personnalités qui m'ont précédé, qui sont toutes architectes, enseignants, et je me présente à vous comme maître d'ouvrage, entrepreneur, donc comme suspect. Je ne sais pas si les projets sont suspects, mais en tout cas, en tant que maître d'ouvrage et entrepreneur, je peux l'être. La deuxième difficulté pour moi tient au fait que parmi les idées dont j'avais l'intention de vous parler, un bon nombre d'entre elles ont été traitées avec beaucoup plus de talent que je n'aurais su le faire. Et donc, je vais un peu modifier mon intention pour m'adapter aux circonstances. C'est le propre des managers. Manager, c'est s'adapter. En même temps, je me sens en sympathie puisque j'ai tellement d'intérêt pour l'architecture et pour les architectes que tous les visages bienveillants qui sont au premier rang me rassurent et je me sens dans une ambiance chaleureuse. Donc, si je peux implorer votre tolérance, je vais commencer là mon propos en me souvenant qu'il y a une dizaine d'années, j'étais à cette même tribune en train de défendre l'idée, Joseph Abraham était déjà de la partie, en train de défendre l'idée qu'on pouvait peut-être utiliser la halle Freycinet dans le 13e arrondissement pour y faire un tribunal de grande instance en un lieu dont un concours d'idées international dont j'avais pris l'initiative avait montré que ce n'était pas si impossible que cela et qu'il y avait matière à faire des choses. Paris, que le reformer nous a valu que 10 ans, il a fallu attendre 10 ans pour inventer un autre projet, mais ça c'est la structure parisienne, la structure de concertation parisienne. Donc vous comprenez que je veux vous dire par là que c'est un sujet qui m'intéresse un peu et que aujourd'hui je voudrais m'exprimer, si vous le voulez bien, avec plusieurs casquettes. Francis m'a présenté comme directeur général de Postimo, qui est l'opérateur immobilier du groupe La Poste, j'y reviendrai. Mais je voudrais très rapidement utiliser deux autres casquettes, si vous le voulez bien. La première d'entre elles, c'est celui du président d'un groupe de travail prospectif sur le développement durable, qui voudrait simplement souligner la pertinence des propos de ceux qui m'ont précédé à cette tribune sur l'impérieuse nécessité de travailler sur la question de la réversibilité. Ceci a été exposé et débattu pour des raisons culturelles, des raisons patrimoniales. Toutes les réflexions que vous conduisez, que vous pilotez avec un talent bien supérieur au mien sur la question de la ville et de la cité, je voudrais simplement vous dire, avec un regard prospectif, que les futurs projets, dans un futur très immédiat, seront évalués, pesés par la norme ou pas par la norme. C'est un autre débat, mais par quelque chose qui pourrait ressembler à la norme, à l'aune de leur réversibilité. L'impact sur la planète de la destruction des bâtiments, l'impact sur la planète de nos bâtiments, des bâtiments que nous réalisons, va se caractériser pour l'essentiel dans un futur assez proche. C'est pas dans des décennies, c'est dans un futur assez proche de quelques années, va se caractériser pour l'essentiel par l'impact de la construction et de la déconstruction, puisque les phases d'exploitation vont devenir marginales dans l'impact sur la planète. Et donc notre comportement responsable nous oblige à intégrer cette dimension, et tout ce qui a été dit par notre ami espagnol, par d'autres à l'instant à la tribune, prend toute sa force lorsqu'on y ajoute un critère un peu plus scientifique, arithmétique et beaucoup moins poétique ou romantique que ceux que vous avez pu développer. Mais je veux, devant l'auditoire, souligner à quel point il est absolument essentiel de se poser ces questions documenter cette question dans toute sa richesse. Et Anne Demian, qui participe aux travaux du groupe de travail que j'ai le plaisir d'animer, fait partie des architectes qui militent, architectes militants sur cette question. Deuxième regard que je voudrais adopter, c'est celui du président de l'association des directeurs immobiliers. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, me direz-vous? Ça réunit des gens, un peu à mon image, qui exercent au sein des entreprises la responsabilité de piloter l'immobilier de ces groupes. C'est essentiellement pour bon nombre des grands groupes. Et nous avons décidé, j'aperçois Florence Perronneau dans le lointain, sous les projecteurs, avec notre vice-présidente, de nous intéresser à la question des friches urbaines, des friches tertiaires, et de la question du traitement, du traitement de ces friches, puisque nous sommes aujourd'hui dans un univers, mes prédécesseurs à la tribune vous ont largement expliqué toutes les facettes de ce dé qu'est le patrimoine. Le patrimoine
C'est pas seulement le patrimoine architectural qui se mesure physiquement, c'est le patrimoine immatériel, le patrimoine social, le patrimoine de l'art de la table. Ceci a été cité. Et sur la question de la reconversion des friches et du départ des entreprises, des locaux qu'elles ont occupés, il apparaît de plus en plus prégnant qu'au-delà de la reconversion du bâtiment, la question du traitement de l'histoire sociale du lieu, de son histoire industrielle, de son histoire syndicale, de son histoire politique, est une question prégnante dont les entreprises ne peuvent pas se désintéresser. Regardez le débat d'Aulnay, départ de PSA. Je ne veux pas stigmatiser cette entreprise qui fait un travail assez remarquable de réflexion sur la reconversion. Ce n'est pas la question architecturale et patrimoniale qui est soulevée sur Aulnay. C'est la question de l'histoire industrielle, la question de l'emploi, de l'histoire sociale du lieu. Et la réflexion pilotée par PSA avec l'aide de Jean-Paul Bailly est une réflexion qui traite dans cette question de la transformation, qui traite en particulier de l'histoire sociale du lieu et de la nécessité de réfléchir à une reconversion qui soit respectueuse de tous les volets du patrimoine et pas seulement du patrimoine architectural et industriel. Et c'est un peu au nom de ce principe, j'ai bien aimé l'exposé de Joseph, comme tous les autres. Je ne suis pas dans le monde de tout le monde, il est beau, il est gentil, mais il se trouve que Joseph a parlé de la Poste, tout à l'heure. Et je trouve que c'est un cas de figure très très intéressant, puisque j'étais pas là. Je n'y suis pour rien. C'était dans les années 90, début 2000, que cette histoire s'est nouée, sur un bâtiment dont la Poste n'était pas propriétaire, puisqu'on était sur les emprises de la SNCF. Mais je trouve la fin de l'histoire très intéressante, parce qu'au nom de la responsabilité, on voit à quel point une attention, de la responsabilité au sens sociétal du terme. Je suis là dans la politique RSE des entreprises, au sens de la responsabilité politique, au sens de la préservation, il faut appeler un chat, de l'image et de la notoriété de l'entreprise. On voit à quel point des grandes entreprises sont capables de se remettre en cause, de remettre en cause leur schéma d'origine, pour prendre en compte la totalité des points de vue des parties prenantes et aller de l'avant dans ce domaine. Et alors, j'en viens, si vous le voulez bien, à ma troisième casquette, celle de directeur immobilier du groupe La Poste et de directeur général de sa filiale immobilière. La Poste, vous le savez, c'est une entreprise qui a 700 ans. Enfin, vous le savez peut-être pas, je l'apprends peut-être à certains d'entre vous. 700 ans d'histoire. Si elle a survécu à ces 7 siècles, c'est probablement qu'elle a su s'adapter. Le problème de l'entreprise, c'est pas seulement de s'adapter, c'est surtout d'être adaptable. Pour survivre dans un monde où l'économie est un facteur très très puissant, cette capacité à s'adapter, cette capacité dans l'instant, c'est la différence entre s'adapter et être adaptable, de s'adapter en permanence dans l'instant, dans des modèles économiques pérennes, est une question absolument centrale. Et d'une certaine façon, si on pose la question du patrimoine vu par l'entreprise et des immeubles qu'elle occupe, on est obligé de considérer que d'une certaine façon, le patrimoine dont on hérite, c'est ce que la soutenabilité des usages successifs a permis de nous livrer, au terme de parcours historiques parfois très longs, car il faut bien intégrer le fait, et c'est la quête des architectes que de trouver un maître d'ouvrage qui veut bien payer le projet et le faire fonctionner. Dans ces domaines, il faut bien considérer qu'à un moment donné, il faut donner rendez-vous avec les euros, et pas euros, les euros, pour s'assurer de la soutenabilité du projet que l'on veut élaborer. Et cette question est absolument centrale pour l'entreprise. Elle doit conjuguer diverses préoccupations. Dans une entreprise comme La Poste, où vous savez que les questions d'ancrage dans l'histoire, d'ancrage dans les territoires, d'ancrage dans les valeurs les plus nobles, d'ancrage dans les problématiques de soutenabilité, dans l'attention à l'autre, c'est ce qui fait la génétique de la sphère postale. Nous sommes une entreprise où on gère 260 000 personnes, 7 millions de mètres carrés, 12 000 immeubles répartis sur l'ensemble du territoire, et nous héritons d'une histoire sociale, d'une histoire politique, d'un ancrage dans les territoires et d'un patrimoine immobilier qui, pour l'essentiel, est un patrimoine immobilier assez ancien. Sa moyenne d'âge est très supérieure à 50 ans, et nous avons quantité de bâtiments sur le territoire qui sont des bâtiments absolument remarquables. On a parlé du tripostal de Nancy, il y a bien d'autres bâtiments un peu plus anciens. Je vous montrerai une ou deux images dans un instant, en voilà une, qui est le siège de la postale rue de Sèvres. On a hérité de bâtiments très très divers, d'âges très différents. Et
De ce point de vue, notre démarche est une démarche de tentative. Il faut être modeste, il faut être extrêmement ambitieux, mais en même temps manifester une certaine humilité quant à la responsabilité particulière que l'on peut exercer sur les projets. J'ai l'habitude de dire, au regard des enjeux patrimoniaux, nous sommes de passage. Donc sachons écouter nos prédécesseurs et sachons nous préoccuper de nos successeurs sur ce sujet. Nous sommes des passeurs dans nos métiers, vous comme moi, dans nos différents métiers. L'exemple du siège de la Banque postale qui est ici est l'exemple d'une démarche assez intéressante pour deux raisons. On avait comme problématique de recoudre plusieurs siècles d'histoire, rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement, avec des bâtiments du XVIIe, du XIXe et du XXe siècle, totalement hétéroclites, certains de grande valeur architecturale, d'autres d'un intérêt un petit peu moindre. Et sur ce projet où vraiment la question de la réunion de ces patrimoines et de la reconstruction de la cité sur elle-même était prégnante, une des solutions de facilité pour nous aurait été de partir. Ce n'est pas le choix que l'on a fait pour des raisons liées à l'histoire sociale que je vous indiquais. Mais il est intéressant de savoir que l'hôtel de Choiseul du XVIIe, que vous apercevez à votre gauche, vous voyez un tout petit morceau de la gauche de l'écran, avait été vendu par la Poste quelques décennies plus tôt. Et cet hôtel n'avait jamais réussi à trouver un modèle économique qui permette sa restauration et sa rénovation. Donc il était en déshérence. Et lorsqu'on a lancé ce projet, la question s'est posée avec l'ensemble des parties prenantes, les élus parisiens, les élus du 7e, les associations, les responsables du patrimoine. La question s'est posée de savoir s'il n'y avait pas matière là à un projet global plus intelligent. Et nous avons décidé de racheter l'hôtel de Choiseul, qui était un bâtiment historique tout à fait intéressant, mais dans un très piteux état, très onéreux à rénover. Et la question de la pertinence du modèle économique global que l'on pouvait monter a permis que l'on réintègre ce patrimoine dans l'ensemble du projet et que l'on finance l'ensemble de sa rénovation. Donc un exemple, cet immeuble est livré depuis quelques années, c'est Scheitz et Morel qui l'ont rénové avec beaucoup de talent et d'habileté, et je peux vous dire que les utilisateurs qui le vivent aujourd'hui sont très heureux dans cette démarche. Deuxième exemple, je ne sais pas si on peut voir une autre image, je n'ai pas de zapette, c'est peut-être ici. Voilà, une autre image du siège de la Banque postale que vous voyez, pour vous dire que la problématique que nous vivons sur des grands projets parisiens, nous la vivons sur l'ensemble du territoire français, dans des bâtiments de tri. Là, je vous parlais tout à l'heure de la question de la réversibilité. C'est un peu tarte à la crème, un peu bateau de dire que le monde s'accélère, que le temps s'accélère. Dans notre domaine, dans le domaine de nos process postaux, vous ne pouvez pas savoir à quel point cette affirmation est vraie. Il y a 120 ans, 130 ans, Guadet disait, en s'intéressant à la Poste du Louvre, je conçois un bâtiment qui permettra l'adaptation à ces transformations. J'y reviendrai dans un instant brièvement. Il y a quelques décennies, on construisait des bâtiments pour 20, 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, nos process logistiques font que des bâtiments qu'on a livrés il y a 10 ans sont remis en cause dans leur pertinence. Donc la question du rythme de l'évolution industrielle, du passage d'une industrie un peu lourde à une industrie totalement numérique, fait qu'au moment, dans les décennies où nous parlons, la question de la transformation des usages est d'une puissance considérable. Et donc tous nos bâtiments se trouvent peu ou prou remis en cause sur l'ensemble du territoire français et soulèvent des questions du même type. Si j'arrive à viser, voilà, on a ici l'image d'un autre bâtiment à Dijon qu'on est en train de reconvertir avec des mêmes problématiques où il était complètement utilisé par la Poste on était déjà dans la mixité. La Poste est l'un des grands inventeurs de la mixité des bâtiments puisque dès le 19e siècle, on a réalisé des bâtiments qui abritaient tout à la fois des bureaux de poste, c'est-à-dire des commerces, des locaux d'activité, des centres de tri, des bureaux et des logements. Il y avait cette mixité dans tous les immeubles, dans tous les grands immeubles postaux que l'on rencontre sur le territoire. Et cet immeuble va être reconverti en hôtel, en bureau pour la Poste, en locaux d'activité également pour la Poste, mais va trouver une nouvelle vie dans un modèle économique nouveau, puisque, ça a été dit tout à l'heure, le problème qui nous est posé naît du vide,
c'est vrai que l'inadaptation de nos bâtiments fait que l'on crée du vide, et c'est la question de la substitution au vide qui se pose pour nous. Alors, notre troisième grande problématique, voilà une autre image de la Poste Grangy, mais je pourrais vous montrer des images comme ça à Metz, à Strasbourg, à Marseille, enfin dans toutes les villes de France, dans toutes les préfectures. Alors, sur quelques grands projets, la question du modèle économique et de l'alignement des réflexions des parties prenantes est un sujet absolument central et délicat pour les entreprises. Je voudrais vous parler en quelques minutes de la Poste du Louvre, si vous voulez, enfin en quelques instants, de la Poste du Louvre. Dominique Perrault parlera juste après moi, enfin un peu après moi, je ne sais pas si c'est juste après ou dans un moment, du projet architectural, ce n'est pas mon propos, mais pour comprendre la problématique de la Poste du Louvre, c'est un bâtiment conçu par Julien Gadet à la fin du XIXe siècle, qui a abrité en totalité des usages postaux jusqu'à un passé très récent. Et puis l'évolution des techniques industrielles, l'évolution des usages a fait que ce bâtiment a commencé à se vider, car inadapté aux nouvelles méthodes de traitement du courrier, aux nouvelles méthodes de traitement du colis qui se sont délocalisés en banlieue dans des centres de tri beaucoup plus adaptés. Et donc la question de la reconversion de ce bâtiment s'est posée. Et nous nous sommes trouvés dans un processus de tension créatrice entre le patrimoine. Il faut comprendre que la Poste du Louvre, c'est le navire amiral du groupe La Poste, un bâtiment H24, très emblématique, connu de tous les Parisiens, connu de tous les élus, de tous les postiers. Et on s'est trouvé donc dans ce processus de tension créatrice entre, d'une part, la nécessité de respecter les valeurs du groupe, de les porter, de respecter cet étendard, la nécessité de respecter les valeurs sociales, son histoire sociale. Il s'est passé beaucoup de choses au sein de la Poste du Louvre, y compris pendant la Première Guerre mondiale, y compris pendant les périodes de paix. Donc un respect très attentif à porter qui nécessite qu'on écoute les organisations syndicales, le corps social sur ces sujets. Une problématique économique, première. Comment inventer un modèle qui permette de maintenir au sein d'un bâtiment comme la Poste du Louvre 35 000 m² au cœur de Paris? Comment maintenir dans Paris, dans un modèle économique soutenable, des activités de logistique sur des milliers de mètres carrés en infrastructure ou à rez-de-chaussée qui nécessitent que puissent entrer et sortir des véhicules lourds sur des espaces à plat? Vous imaginez au coût du foncier dans Paris combien cette question est difficile à régler. Et donc il faut être suffisamment créatif pour inventer des modèles programmatiques qui permettent à la fois de maintenir de l'activité industrielle, de l'activité postale. La Poste du Louvre va d'abord demeurer un projet postal, où il y aura un bureau de poste, un centre de colis, un centre de logistique urbaine, un centre de distribution, un centre de bureaux pour la Poste. Mais si on veut que tout ceci se finance dans l'économie de ces process industriels, il faut pratiquer des loyers assez bas et donc trouver d'autres usages qui permettent d'assumer l'économie du projet. Et d'un autre côté, vous avez un enjeu patrimonial extrême, car ce bâtiment est d'une très très grande qualité. Et nous avons, pour aborder cette question, donc lancé beaucoup d'études historiques. D'abord, on a confié une étude au Graal, on a confié une étude historique à un historien, Guy Lambert. On a tiré le fruit de toutes ces études et lancé un concours d'architecture dont le heureux lauréat est Dominique Perrault. Enfin, j'espère qu'il est heureux. Et en tout cas, nous le sommes. Et Dominique Perrault, associé à un architecte monument historique. Et nous sommes dans une démarche où cette tension créatrice qui a présidé à l'élaboration du programme, on a mis 3 ans à élaborer ce programme. 3 ans de négociations avec les parties prenantes internes au groupe, avec les organisations syndicales, avec les politiques, avec les élus. 3 ans de négociations très très importantes avant de le stabiliser. On a lancé un concours, on a choisi un projet. Et je vous disais tout à l'heure qu'il faut, pour porter des projets de cette nature, énormément d'ambition, sans doute un peu d'inconscience, mais en tout cas beaucoup d'ambition. Il faut une résistance à l'adversité relativement importante. Il faut beaucoup de responsabilités, mais également il faut l'humilité du passeur. L'humilité du passeur que j'évoquais tout à l'heure. Et l'humilité du passeur, elle consiste pour moi, maître d'ouvrage de cette opération, à avoir la conscience que je ne peux pas, moi, en conscience, décider de tout face aux propositions de l'architecte. Et c'est la raison pour laquelle, face à des enjeux aussi importants que ceux-ci,
Nous avons décidé de la mise en place d'un comité scientifique et patrimonial, qu'on appelle le Cercle de la Poste du Louvre, qui est présidé par une personnalité éminente qui est Jacques Lucan et qui rassemble des personnalités tout aussi éminentes que lui, incontestables dans leur champ de compétences, de l'architecture, de l'histoire du patrimoine du XIXe siècle, et qui nous conseille en permanence, Dominique et moi-même, sur l'évolution de ce projet. Et ce travail d'itération, de tension créative qui a peu existé dans le passé à l'élaboration du programme, va évidemment continuer à exister dans le projet. C'est-à-dire que nous sommes dans un travail, au fur et à mesure que les études avancent, au fur et à mesure que le projet se développe, nous sommes dans ce travail d'itération qui va nous permettre, je l'espère, de trouver les meilleurs équilibres entre le programme et l'évolution patrimoniale du projet. Et ce qui est très intéressant de constater, à Paris, un rapide parallèle avec l'accélération de l'histoire, et je conclue mon propos, la ville de Paris vient de lancer un concours d'innovation sur les projets. La conscience naît que ce sujet de l'innovation est un sujet puissant, profond, qui mobilise, qui transforme. Des idées nouvelles apparaissent et on voit bien que sur un projet comme la Poste du Louvre, des sujets qui n'étaient pas au niveau de conscience des parties prenantes il y a 3 ans sont aujourd'hui portés au niveau de conscience et nous permettent d'envisager dans le dialogue que l'on a avec l'architecte et avec l'ensemble des personnalités qui nous entourent, des parties prenantes et des autorités qui ont à se prononcer sur le projet, font apparaître des idées nouvelles qui, dans une itération programme-projet, peuvent permettre d'envisager des évolutions très, 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 très positives. Donc je l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine façon, le patrimoine, notre patrimoine, dans sa richesse et sa diversité, c'est le fruit de la soutenabilité des usages qui ont permis, dans l'économie des systèmes, dans l'écosystème, de nous livrer à la fois les entreprises et les bâtiments que nous vivons. On a l'habitude dans l'entreprise, d'utiliser un slogan, je le fais volontiers mien pour terminer mon propos. Il faut savoir se transformer pour rester soi-même. Merci de votre attention. Merci. J'appelle Pierre-Antoine Gattier. Pierre-Antoine Gattier est architecte en chef des monuments historiques. Je précise qu'il travaille sur le champ de la modernité, donc sur les bâtiments qui sont souvent les plus en péril. Je veux dire que l'opinion publique, vis-à-vis d'un bâtiment des années 60, d'un bâtiment de Zerfus ou autre, n'a pas forcément la culture de tous les gens qui sont ici et peuvent ne pas passer à côté d'un grand bâtiment, d'un grand événement. Il est enseignant à l'école de Belleville et président d'ICOMOS, voilà ce qui l'amène à prendre des positions patrimoniales très importantes. Merci Francis. Alors tout en haut de l'image, la diapositive, tout en haut de la diapositive, ça c'est pour le côté patrimonial et nostalgique, transformation versus conservation. Alors, mon imaginaire, mes curiosités, mes interrogations, c'est la conservation. Et donc, Francis, tu m'as mis tout au bout de la ligne. Et je ne peux pas m'y résoudre. Et donc j'ai écrit au milieu de la page en plus gros, Francis, la conservation, fondement de la transformation. Jo semble apprécier. C'est ma conviction. Elle est fondée sur quelques lieux que je voudrais vous présenter. Alors je ne sais pas si ce sont des lieux, si ce sont des architectures. Je crois que ce sont des histoires architecturales complexes. Et là encore, Jo, tu l'as souligné, l'histoire architecturale est complexe et nos regards ne doivent pas réduire cette complexité. Je crois que l'enjeu, c'est d'accepter la complexité, la diversité et de peut-être la transmettre. Donc effectivement, je suis en résistance pour que la conservation ne soit pas en fin de prise de position, mais à la base de nos projets. Alors je ne sais pas si me concernant il s'agit
de projet. En fait, il s'agit plutôt d'interrogations permanentes. Alors je suis heureux, en fin d'après-midi, de vouloir citer des lieux qui ont déjà pris leur place dans nos débats. Alors ce sont sans doute les archétypes qui fondent d'une certaine manière les prises de position de notre génération. Alors faut-il revenir sur le Lingotto et le travail de Renzo Piano? En fait, il y a peut-être deux choses sur lesquelles je voudrais insister. Regardez les deux images, livrez-vous à un travail de comparaison, et donc bien sûr votre œil sera attiré par les ponctuations spectaculaires de Renzo Piano. Mais en fait, ce n'est pas ça que je voudrais partager avec vous. En fait, c'est le contexte, c'est la ville qui entoure le Lingotto. Et en fait, ce projet n'a été possible qu'à cause du fait urbain. L'objet libre, industriel, dans un territoire de production, en fait, est devenu cet objet entouré par la ville. Donc, une nouvelle appropriation de cette grande structure n'était possible que parce qu'il était aujourd'hui repris par la ville. Ce qui me fascine dans ce projet, c'est peut-être les élégants et spectaculaires gestes de Renzo Piano, c'est plutôt la confrontation qu'il a vécue avec la très grande échelle. Et peut-être que l'un des éléments d'interrogation, voilà, comment gère-t-on l'immensité de certains territoires de la mémoire et de l'histoire? Premier point, comment la ville donc a englobé l'architecture. Le deuxième point, c'est que voilà, c'est la reconnaissance patrimoniale qui accompagne cette histoire, rend possible cette histoire dans une relation complexe. L'usine Vandenel aussi a été évoquée aujourd'hui et voilà, elle est inscrite au patrimoine mondial. Une architecture, une icône de l'architecture, une transformation et aujourd'hui une sorte de reconnaissance partagée par tous. Mais peut-être, voilà l'histoire qui me touche le plus, quelque chose de beaucoup plus intime et qui révèle comment la transformation est une permanence. Je pense que nous sommes tous allés en pèlerinage à Soho, au sud de Manhattan, quartier industriel des années 1870. Les implantations dans les villes sont essentielles. Donc on est dans le sud de Manhattan, c'est parce qu'on est près du port, et donc on comprend comment, au milieu du XXe siècle, ce quartier en fait, a perdu toute logique industrielle. Donc ces immeubles industriels, lieux de production, mis en scène par le recours à cette architecture manufacturée en fonte absolument fascinante, sont en totale paupérisation au milieu du XXe siècle. Et il y a un processus, il y a une deuxième vie, une première transformation, un processus d'appropriation de ce territoire par des communautés en opposition, des communautés d'artistes. C'est le territoire des minimalistes américains, de Gordon Matta Clark, Donald Judd, et qui raconte d'ailleurs comment il y a sans doute un lien, là encore, intime entre leur propre pratique artistique et cet environnement industriel. Il y a sans doute un lien qui existe entre ce territoire et les œuvres minimalistes en métal de Donald Judd. Il va acquérir en fait l'un de ces immeubles industriels en 1968 et il en fait son atelier, son lieu de vie sociale, la rencontre, le partage, et c'est sur ce point que je voudrais insister, la rencontre, le partage, le dialogue, en fait, est au cœur de cette communauté. C'est aussi l'appartement de
de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Il s'approprie cet immeuble, c'est une transformation. Et puis, troisième étape de cette histoire, Donald Judd décède. Il avait anticipé cette question de la transmission en créant une fondation. Et la fondation a engagé, ces dernières années, un grand projet de restauration-conservation. C'est une nouvelle transformation. C'est une nouvelle transformation, mais c'est un regard intime, d'un respect ultime de l'œuvre iconique de Donald Judd. Et le point qui me fascine dans cette histoire, c'est que on a conservé avec peut-être religiosité, je ne sais pas si le terme est approprié. Et ce que l'on a tenté de transmettre, en fait, c'est l'esprit qui régnait dans ce lieu. Et c'est peut-être ça qui me frappe le plus. Si aujourd'hui vous voulez visiter la fondation de Donald Judd, en fait, vous ne pouvez pas la visiter. En fait, vous devez prendre un rendez-vous, comme à l'époque où vous veniez voir Donald Judd. Vous ne pouvez pas venir avec un grand groupe. Vous devez être reçu par Donald Judd et vous ne pouvez venir qu'à 2 ou à 3. Vous prenez rendez-vous, vous venez à 2, à 3, et se produira un dialogue, quelque chose pendant cette visite. Donc, il y a le Lingotto, voilà, la grande échelle, le territoire, et puis voilà, il y a cette autre dimension de la conservation, voilà, auquel je crois tout particulièrement. Un des éléments, peut-être, enfin une des histoires architecturales qui m'a marqué, c'est les premières études que j'ai conduites sur la halle de Reims. Alors c'est une histoire patrimoniale dans laquelle je pense nous pouvons tous nous reconnaître. Un grand marché. Je commence d'une manière imprécise volontairement. Un ouvrage en béton. L'altération des chutes de matériaux, il est fermé. Et il y a la ville de Reims décide de démolir la halle. Mobilisation de la communauté des architectes, beaucoup d'entre vous, je pense. Patrimonialisation, l'architecte des bâtiments de France, un homme de courage, refuse le permis de démolir, l'édifice est protégé au titre des monuments historiques, et une autre histoire commence. Et donc j'ai regardé ce lieu, et on m'a interrogé sur les valeurs patrimoniales des Halles de Reims. Et bien entendu, me disait-on, cet espace, quelle magie, cette lumière, c'est magnifique, cette forme, comme elle est spectaculaire. A été évoquée par Marc la question de la matière. Alors la matière n'est pas pour moi, effectivement, est l'enjeu essentiel, mais la matière, ce n'est pas une espèce de terre arable. En fait, la matière, c'est le reflet d'un contexte économique, technique, sociologique, un mode de production. Émile Maigret est l'architecte, il dessine un objet architectural. Appel d'offres d'entreprise, on est dans le monde actuel. Le projet de l'architecte est balayé par la réponse et la puissance commerciale des établissements limousins qui imposent la technologie du voile mince. Et cet épiderme qui apparaissait, je dirais, à l'état de ruine, alors en 1990, on travaillait, vous savez, sur des calques et à main levée. Et donc, au travers d'un processus de relecture de toute la documentation archivistique, progressivement, j'acquiers la conviction que voilà, cette peau de ce voile de béton de 5 cm d'épaisseur, en fait, porte toutes les traces de sa mise en œuvre. Donc il ne s'agit pas uniquement d'un espace et d'un volume, en fait, il s'agit d'un processus de mise en œuvre dont la matière témoigne. Et à partir de là,
j'ai acquis d'une manière définitive la conviction que la question de la conservation, voilà, est celle de la confrontation à la matière en tant que résidu d'un processus économique et technique. Et quand nous intervenons sur la Fondation Le Corbusier, voilà, c'est la question de la transformation. La Fondation, c'est un projet de Le Corbusier répondant à un programme, Raoul Laroche, une maison d'habitation, une galerie. La Fondation Le Corbusier l'ouvre au public en 1965 et, il y a quelques années, la Fondation Le Corbusier décide finalement d'en faire un objet strictement culturel. Finalement, cette histoire me raconte un peu ce qui est arrivé chez Donald Judd, et donc c'est une transformation. Donc le regard, une démarche strictement patrimoniale, elle est un nouvel usage. Voilà, il n'y a pas de... C'est une réponse, et cette volonté de donner à voir le travail de Le Corbusier, voilà, permettait un travail sur la matière, sur les matériaux. Avec Franklin Azy, nous travaillons donc sur ce projet de Zerfus à Tours. Zerfus est sans doute l'un des architectes qui nous fascine tous. Alors il me fascine aussi parce que quand vous citez les œuvres de Zerfus, vous trouvez toujours Zerfus avec un tel, avec un tel, avec un tel. Il avait cette idée que le projet, tel que ça a été évoqué aujourd'hui, en fait est une rencontre. Et à Tours, Zerfus, avec Prouvé pour les superstructures, que vous devinez sur les toitures hautes, et Pillet, le peintre dont vous découvrez les monochromies. Donc il y a toujours voilà, la nécessité de composer une équipe. Il comparait ça avec l'atelier d'art naissance. Il faut composer une équipe pour être à la hauteur de l'attente du programme et de la question qui lui était posée. C'était une des plus grandes imprimeries de littérature catholique. Et au moment de la reconstruction, on est dans ce climat du groupe Espace, dans ce climat de la reconstruction, de la réinvention de l'usine idéale, du lieu qui respecterait la vie des travailleurs. Donc, réflexion de Zerfus sur le volume, la lumière, la couleur, la question du contexte. Nous sommes à Tours, c'est le Val-de-Loire. Il y a toute une réflexion sur la couleur. Comment est-ce que cette architecture est en dialogue avec les ciels du Val-de-Loire, aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial. Donc une préscience. Vous avez tous débattu de la transformation. Il l'avait anticipé. Donc cette tour est une méga structure qui pouvait être surélevée. Les ateliers, ici, c'était une structure proliférante qui, comme le musée de Le Corbusier, pouvait s'étendre de manière permanente. Et puis, voilà, notre histoire de transformation, fin de l'usine, fin de la production, effondrement total. Et aujourd'hui, donc un processus de transformation pour y intégrer, entre autres, des écoles d'art. Et voilà, conservation, fondement de la transformation. En fait, c'est une interrogation, voilà, quel était le propos porté par cette rencontre entre Zerfus, Prouvé et Pillet. Et donc le projet, je ne sais plus si je dois utiliser je n'ose plus utiliser ce mot. Ce que nous faisons, en fait, est d'offrir ce lieu aux écoles d'art. Et nous avons acquis la conviction que connaître l'histoire riche du projet de Zerfus, de redonner à voir des éléments de conviction de Zerfus, sont aussi des éléments qui portent la nouvelle vie de ce lieu. La colorisation de Pillet, il ne s'agit pas d'une simple démarche
de restitution. La colorisation de Pillet, voilà, elle est ancrée dans ce territoire, elle a encore toute sa place aujourd'hui. La question de la lumière, du dessin des menuiseries de Prouvé, leur côté industriel, voilà, ont toute leur place dans le projet aujourd'hui pour une école d'art. Et enfin, Marc, voilà, c'est cette aventure que nous partageons, la Fondation Vasarely. Je tenais à terminer par transformation versus conservation. Alors, je caricature. Donc voilà, je me suis permis, Marc, de mettre tes dessins. Je suis ici et Marc est tout autour. En fait, voilà, conserver Vasarely, c'est du 1970, le mur rideau, voilà. Et comment voilà, transmettre cet objet total. Non, je veux que ce soit les mêmes joints, les mêmes produits verriers, rien ne bougera. Et Marc a toute sa place, mais c'est à toi d'en parler, a toute sa place pour voilà, compléter, étendre, participer à la transformation. Je vous remercie. Merci, j'invite Dominique Perrault. Bien, après toutes ces interventions, j'ai changé un peu mon propos. Enfin, j'avais rien préparé, donc j'ai pas changé grand-chose. Donc je vais rebondir plutôt sur une réflexion qui sera illustrée évidemment par ces différents projets, mais qui est la question de la perception de la ville. C'est-à-dire qu'on est dans une transformation, ça c'est une évidence, extrêmement profonde de la relation que l'on a avec notre environnement, d'une façon générale, et avec notre environnement urbain en particulier. Cette transformation, elle est absolument angoissante et, dans le même temps, elle est très jubilatoire. C'est vrai pour tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons des situations extrêmement dramatiques et il y a d'autres situations qui sont incroyablement, enfin, d'un espoir, ou porteuses d'un espoir inédit pour l'humanité. Et donc c'est cette question d'ubiquité, mais moi je parlerais plutôt de paradoxe, que je trouve assez forte en termes de création et de transformation de ces lieux qui ont été bâtis au sens patrimonial, c'est-à-dire, dans ma définition, ils sont là. Alors ensuite, il y a certainement des étoiles à apporter, il y a 2 étoiles, il y a 3 étoiles, il y a 5 étoiles, il y a du patrimoine. Bon. Mais enfin, ils sont là. C'est la dimension physique de l'architecture, qui a été largement évoquée au travers de différentes stratégies concernant les objets architecturaux. Tout ça, c'est pas mal. Ça dépend comment on les voit, quoi. Et ce qui a été finement décrit renvoie à une idée de la ville qui est une ville qui avait été pensée, dessinée, qui était politiquement établie, culturellement gérée, etc. Aujourd'hui, on est dans une perception de la ville qu'on n'appelle plus ville, pour la plupart du temps, mais qu'on appelle métropole, qui est une substance d'agrégation de villes, mais aussi d'autres paysages ou d'autres lieux, qu'ils soient urbains ou pas, peu importe, mais qui créent des territoires qui sont, sur lesquels on a peu de connaissances, enfin tout au moins, on essaye de les définir avec comment dirais-je, la prudence, le sérieux aussi d'un développement de recherche pour essayer de comprendre comment on pourrait, par exemple, essayer de vivre heureux en métropole.
une espèce d'idée peut-être un peu absurde, mais qui est aussi paradoxale aujourd'hui. Donc, cette notion d'inscription de l'architecture est quelque chose qui, d'une certaine façon, peut paraître un petit peu insuffisante, ou tout au moins ringard, on pourrait dire, par rapport à des générations qui sont plus jeunes que nous. Car eux n'ont pas du tout la même perception des territoires. Eux, ils sont non inscrits. C'est-à-dire qu'ils ont une relation à la physicalité des lieux qui est strictement opposée à ce que nous aimons, nous vivons dans le bain culturel, l'éducation que nous avons reçue et que nous aimons. Eux, ils ont une relation tout à fait différente. Et ce n'est pas contradictoire. C'est paradoxal, certainement, mais ce n'est pas contradictoire, car ils sont dans cette espèce de nouvelle dimension spatiale et temporelle, mais en même temps, ils ont besoin de cette inscription. Ils en ont d'autant besoin qu'ils sont dématérialisés. Ou plus exactement, ils sont partout chez eux. Ce qui renvoie à des idées ou des thèmes de recherche. La ville comme un hôtel global, par exemple. C'est quelque chose qui correspondrait assez bien à un développement de l'usage, du patrimoine, entre autres, au sens où vous l'avez décrit, mais aussi du point de vue du lieu où on peut vivre, travailler, etc., etc. Et donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très intéressant. Pour produire du concept architectural, du concept sensible, physique, c'est-à-dire c'est pour produire de la perception, pour produire aussi du vivre ensemble, pour produire de l'économie, etc., et de l'esthétique, évidemment. Et dans tous les projets que l'on développe, qu'ils soient d'origine nouvelle, c'est-à-dire de construction neuve, comme des projets qui sont liés à des origines patrimoniales ou des lieux qui existent, qui sont là, encore une fois, le déjà là, qui sont souvent, en général, laissés à l'abandon. C'est pour ça que se développe un projet de transformation, évidemment. Il y a là quelque chose qui permet d'ancrer de façon beaucoup plus intéressante, beaucoup plus vaste que le territoire strictement réduit à la discipline architecturale, dans quelque chose qui est assez profond, large et étendu, et dont nous ne connaissons pas aujourd'hui vraiment la définition. C'est ce qui le rend le côté assez jubilatoire. Et ceci permet justement d'agréger, pendant tout le processus du projet, un enrichissement permanent de la conception initiale du projet. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on est vraiment dans un travail conceptuel de production d'un projet architectural qui va considérer que tout est matériau. Le client, l'argent, le temps, la politique, le patrimoine, l'histoire, le lieu, etc. Tout est matériau. Et à partir du moment où tout est matériau, se développe un travail de faisceau, si je puis dire, qui va petit à petit assembler tous ces matériaux pour créer une substance dans laquelle on inscrira de façon extrêmement forte ce qui a été, pour y vivre maintenant dans l'idée que, ensuite, d'autres pourront eux-mêmes investir cet espace pour eux-mêmes venir le transformer dans un développement d'un autre type d'inscription. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous transporte, nous, architectes, au-delà, enfin, de ce champ réduit, d'une certaine façon, mais qui n'est pas négligeable, de la ville, de l'architecture, art d'arrière-garde, je ne le dirai jamais assez, et qui s'arrête quand même globalement à la fin du XXe siècle. L'architecture est morte.
Vive l'architecture. 50 ans plus tard, après les artistes, voilà, cette déclaration, elle n'est pas nouvelle. Elle permet justement de réinsuffler, de régénérer, de transfigurer, voilà un mot que je trouve manquant dans le versus, là, de transfigurer ce qui est, une nature qui est, en une autre nature, sans pour autant que la nature précédente soit une nature, comment dirais-je, que l'on a évacuée ou pour laquelle on a déni ou amnésie. Et donc, par exemple, j'ai quelques illustrations sur la poste du Louvre, entre autres. La poste du Louvre, c'est un système qui est lié à une transformation de Paris. Ce n'est pas simplement l'évolution du groupe La Poste. C'est aussi, dans le même mouvement, la transformation de la perception que l'on a de la ville, qu'ont les Parisiens de la ville, qu'ont l'ensemble de ceux qui vont venir visiter cette ville, et ils sont nombreux, et ceux qui ne sont pas venus viendront. Et c'est dans cette perspective-là que, du coup, ce bâtiment devient un lieu stratégique de support, de transformation sociale, comme l'a expliqué parfaitement Christian Clairet tout à l'heure, architecturale, mais aussi de transformation, comment dirais-je, de ce qui fait le plaisir, la spécificité de cette partie de Paris et de vivre en ville. Bon. Projet de la Cour de justice de Luxembourg. Là, nous sommes aussi dans un processus de transformation extrêmement puissant en termes urbains. Nous avons une ville, qui est la ville de Luxembourg, d'un côté d'un canyon. De l'autre côté du canyon, il y a un plateau, qui est le plateau européen, sur lequel ont été construites un certain nombre de bâtiments ou d'institutions européennes. Ce qui est absolument passionnant avec Luxembourg et les institutions européennes, c'est qu'il y a une inscription, et ça, c'est la seule ville, et ce sont les deux seules institutions européennes qui sont inscrites depuis plus d'une trentaine d'années sur leur territoire. La politique de l'Europe, c'était de louer. Ils louaient un bâtiment, ils n'avaient pas assez de place, ils louaient un autre bâtiment, et ils louaient. Bon. À Luxembourg, et en particulier pour le palais de justice, ou plus exactement pour la Cour européenne, il y a une inscription, on la voit ici. Vous avez un bâtiment qui est une copie parfaitement réalisée du bâtiment de Saarinen qu'on trouve à Saint-Louis, entre autres, aux États-Unis. Bon, très belle architecture métallique. Et puis posé sur un tapis de béton, et puis devant, Pachowski et Fritsch, des architectes qui sont mes partenaires à Luxembourg, ont développé ces contreforts s'appuyant sur la topographie. La stratégie de transformation de Luxembourg, c'est qu'il y ait une ville européenne, tout au moins un quartier européen, qui se développe de l'autre côté, en face de la ville historique que vous avez ici. Donc là, on est, au-delà de l'architecture elle-même, on est dans un système qui va mettre en place tout un ensemble d'espaces publics, mais aussi une identité en termes de silhouette dans un écho entre la ville historique et la silhouette du quartier européen, et la Cour de justice, avec son premier bâtiment dans lequel il y avait salle d'audience, administration, c'était tout en un, va évidemment se développer. Lorsque nous avons commencé à travailler sur le projet, il y avait 15 pays européens. Aujourd'hui, il y en a 28. D'ailleurs, une troisième tour est en cours de réalisation pour développer l'ensemble du palais, avec tout un système d'espace public. Je parle de ça, évidemment, pas seulement comme un nouveau projet, mais comme un projet qui prend sa racine dans une structure de métal en cortène que tout le monde, qui est rouillé, évidemment, par nature, et que tout le monde considérait comme étant à mettre à la poubelle. Faux. Nous avons maintenu
cette structure métallique, et nous l'avons même amplifiée avec le système de l'anneau dans lequel se sont installés des juges. Nous lui avons même, en son cœur, donné une extension, une amplification, je dirais, institutionnelle importante, puisque se trouvent là toutes les salles d'audience. Donc dans la structure ancienne se trouvent les salles d'audience, autour l'anneau avec son péristyle de métal, et ceci permet de mettre en place des situations tout à fait inédites, comme par exemple la libération de cette surface, qui est donc de l'espace public, qui se prolonge par la salle des pas perdus et qui passe au travers, si je puis dire, de la grande salle d'audience. C'est-à-dire que le vide est là comme un élément d'union entre ce qui est patrimonial, ce que l'on a maintenu, préservé, reconstruit en termes de restitution, en ce qui concerne toute cette structure métallique, et le développement non seulement de l'institution dans son ampleur, mais aussi dans dans son identité urbaine, de façon à l'inscrire, encore une fois, à l'inscrire. Pourquoi l'inscrire? Parce que vous avez ici, dans chaque tour, 600 juristes linguistes qui traduisent le droit européen dans leur langue maternelle, qui aujourd'hui sont là, mais qui pourraient aussi le faire, certainement, d'un autre lieu. Donc la notion d'inscription physique, la faculté, au travers de cette racine qui était cette charpente métallique, permet en fait non seulement à une institution d'être, je dirais, historiquement là où elle est née et de s'y développer, mais aussi au travers d'elle et grâce à elle, de créer des espaces citoyens, des espaces publics qui ouvrent et qui mettent l'institution européenne, si je puis dire, à portée de chacun. Vous retrouvez là une signature classique de notre travail, pas de colonnes, pas de grilles, pas de murailles, tout est ouvert, l'institution, on la traverse, elle est accessible à tous et de façon, enfin comme un espace public réel. Ici, autre type de transfiguration, un projet de Badani Rouderlut que vous connaissez bien, qui se trouve au bord de la Seine, en face du pont de Sèvres. Et donc le travail que nous avons fait, c'est un travail de transfiguration, d'une certaine façon, de ce projet, car évidemment il y a ces tours, avec leur forme hexagonale, mais surtout c'était des tours absolument sans aucune racine. C'était des tours qu'on pouvait enlever comme ça. Il n'y avait, avec le sol, qu'un contact brutal, un espace ouvert à tout vent entre les trois tours, et aucun lien charnel, aucune dimension, si je puis dire, un peu tendre, entre cette architecture verticale et sa base horizontale. Et le travail que nous avons fait, c'est un travail là aussi que permet la réhabilitation, et là c'est assez jubilatoire, c'est en fait de développer un projet qui est extrêmement épais. On n'oserait pas faire ça. Cette concrétion d'hexagones, etc., c'est une espèce de montagne architecturée. Et le travail qui a été fait, c'est d'amplifier cette solidité, si je puis dire, de façon à ce qu'elle soit bien installée, mais de lui donner, par ce travail de matériaux, de facettes, de reflets, etc., une lumière qui lui est propre et qui permet d'accepter son aspect muraille, si je puis dire, ou tout au moins cette espèce de frontalité qui est extrêmement puissante et assez patibulaire. Mais aussi, ça a permis de développer un socle, et là une dimension de racine que j'évoquais tout à l'heure, au sens qui sera historique mais aussi évidemment physique, d'inscrire ces tours dans un ensemble urbain avec un forum, un campus, comme il est nommé auprès de BNP Immobilier, qui est le maître d'ouvrage de ce projet, et qui permet si je puis dire, d'éclairer
d'illuminer, d'enchanter cette tête du pont de Sèvres par rapport à une situation qui était relativement sombre en termes de perception, tout au moins, et aussi en termes d'usage, puisque ces tours étaient complètement abandonnées. Et donc, à chaque fois, ce que je cherche à dire, c'est que tout le travail qui est fait est un travail qui s'appuie sur une transfiguration urbaine. C'est pas nouveau. La bibliothèque, c'est l'introduction du vide dans l'architecture monumentale, comme un matériau qui permet d'avoir accès directement, physiquement, à l'institution, sans en faire le tour autour d'une barrière. Il y a donc à chaque fois, dans cette transformation, qu'elle soit liée à du déjà là ou à la mise en place de projets nouveaux, cette équation, si je puis dire, un peu équilibriste, entre des lieux qui sont parfaitement, extrêmement, indiscutablement inscrits et un usage complètement dématérialisé. On le voit avec les recherches que nous développons actuellement, entre autres dans le cadre de l'atelier du Grand Paris, sur la relation de non-inscription que aujourd'hui les générations ont par rapport à l'habitat, par rapport au travail, par rapport à leur vie affective, par rapport à leur vie sociale, par rapport à leur vie géographique. C'est-à-dire qu'il est clair que comme nous connaissons aujourd'hui l'ensemble de la croûte terrestre, on ne va pas envoyer quelques croisades histoire de calmer les esprits pour aller voir des terres nouvelles, il n'y en a plus. Donc, l'avenir de l'humanité, elle est en soi, et ce travail sur le patrimoine, c'est un travail à partir d'eux. Merci. Dernière intervention, Jean-Michel Rachet, qui va nous ramener sur le plateau de Kirchberg, donc à Luxembourg. Il suit la mutation de ce bâtiment, donc c'est une longue histoire, comme vient de le rappeler Dominique. Et donc déjà l'annonce de cette troisième tour montre que les choses vont plutôt bien. Quel piège de devoir en 6 minutes exactement, et je vais les respecter, c'est-à-dire je vais en faire 8, mais que 8, de vous parler d'un point de vue technocratique, un peu de technocratie dans sa pire espèce, l'eurocratie, ce qui est très suspect de nos jours, parce que parler de l'Europe, parler du droit et parler de l'architecture, ça fait quand même un cocktail un peu détonnant, mais qui permet de tracer de nouvelles frontières peut-être. Et c'est ce que je vais essayer de vous dire à partir de quelques flashs, en étant assez court et en me sentant un peu illégitime. Ici, je me dis que finalement, la personne, sans comparaison évidemment, mais la personnalité que vous auriez dû inviter ce soir, que vous inviterez une autre fois, ce devrait être Robert Badinter, évidemment, parce que c'est lui qui aurait pu vous parler des palais de justice, de l'inscription et de la conservation et de la transformation. Je crois qu'il a fait un magnifique livre il y a un certain nombre d'années sur les palais de justice que nous avons beaucoup lu pour pouvoir travailler avec Dominique Perrault. Alors moi, quand vous m'avez invité à venir à cette table ronde, j'ai pensé qu'il s'agissait de parler de droit, que c'était une conversation juridique. Parce que dès qu'on voit le mot versus, quand on est juriste, on pense à la Cour suprême des États-Unis, c'est-à-dire à son homologue, à la Cour de justice de l'Union européenne. Mais vite, j'ai lu le programme et je me suis aperçu qu'il s'agissait de parler un peu d'architecture. Je n'étais pas si déçu parce que cela fait beaucoup d'années que l'on travaille dans un dialogue, et je crois que ce dialogue est très intéressant, d'avoir un dialogue avec l'architecte, que l'on travaille sur la création d'un palais de justice de l'Union européenne, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et quand il s'est agi de savoir s'il s'agissait d'une transformation, d'une conservation de l'existant, je me disais que c'était vraiment une question à délibérer. C'est pour ça que je vous ai mis comme premières images les images de la salle de délibéré
de la Cour de justice de l'Union européenne. La salle de délibéré du premier palais, que vous trouvez sur votre gauche, et la salle de délibéré péroltienne, si je puis dire, celle que l'on trouve aujourd'hui, exactement, plus ou moins, au même endroit que celle de 1972. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est agi de transformer, lorsqu'il s'est agi de modifier le palais tel qu'il existait, on l'a tellement modifié qu'on l'a totalement détruit et reconstruit à l'identique, le palais de Consémus. Eh bien, dans le dialogue qu'on avait avec l'architecte, et je pense que Perrault et Loriot-Prévost s'en souviennent parfaitement, chaque fois qu'on devait redonner, on a parlé de la forme et de la fonction, je ne suis pas sûr que la fonction soit totalement morte, pas plus que la politique peut-être. Et peut-être que dans le dialogue politique-architecture, peut-être que le plus malin n'est pas toujours celui qu'on croit. Peut-être que l'architecture est morte, peut-être pas la politique. En tout cas, j'essaie d'y contribuer tous les jours. Mais en tout cas, il a fallu, pour créer une histoire, pour créer du patrimoine, pour se mettre dans une perspective, il a fallu réidentifier les endroits où on avait créé cette histoire. Et donc, tous les fonctionnaires et agents de la Cour de justice, qui en 1972 étaient à peu près 500, et qui aujourd'hui sont aux alentours de 2200 personnes, prêtent serment dans la salle de délibéré de la Cour. Et cette prestation de serment se passait dans la salle de gauche, en 72, elle se passe désormais dans cette salle, et vous apercevez dans cette ère de l'immatériel que ce qui a changé, ce qui a été transformé notamment, ce sont les livres. Il y a beaucoup plus de livres à droite qu'il y en avait à gauche, parce que la jurisprudence, et c'est pour ça que ça intéresse beaucoup ce débat, les juristes passent leur temps à faire du case law, c'est-à-dire à créer du droit en se retournant sur l'existant. La première question que se pose un juge, c'est qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a jugé la dernière fois, le cas échéant pour amadouer, pour dire le contraire, mais en se basant sur ce qui a existé. Et dans cette aventure formidable de l'Union européenne, dans la création du palais de justice, il y avait en soubassement une autre aventure, la création de l'Union européenne. Quand en 1952, au moment de la création de la première cour de justice, la Cour CECA, il y a 6 États membres. Aujourd'hui, il y en a, en 2015, 28. Alors, conservation, transformation, si vous prenez les deux cartes, vous vous apercevez qu'on a conservé le noyau dur de l'époque. On avait les 6 États membres d'origine. Ils sont toujours là. Au passage, il faut se rappeler que le Royaume-Uni ne faisait pas partie des 6 États fondateurs. Et alors qu'aujourd'hui, vous vous apercevez que ces deux cartes se superposent, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. La Cour CECA, ce n'est pas l'Union européenne. La Cour des 6 États membres, l'Union des 6 États membres, ce n'est pas non plus l'Union des 28 États. Mais si c'est précisément dans cette aventure que la politique, que l'institutionnel, que le patrimonial, que l'historique essaie peut-être d'utiliser l'architecture. C'est-à-dire qu'avec l'architecture, il ne s'agissait pas simplement de transformer, ce n'est pas comme la Poste qui a 800 ans. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle a 60 ans. C'est rien dans l'histoire. Et nous, en travaillant avec l'architecte, il s'est agi d'essayer de faire en sorte que quand on arrivait à la Cour de justice, on ait l'impression, et que ce soit également une réalité, qu'on arrivait dans un endroit institutionnel, qu'on arrivait dans un palais de justice, dans un lieu incarné. C'était aussi un problème d'incarnation. En 1952, une anecdote, peut-être que je serai à 9 minutes, une anecdote. Une secrétaire passe le concours pour devenir secrétaire, justement, à la Cour de justice de l'Union européenne, qui à l'époque est la Cour CECA. Elle arrive à la gare de Luxembourg. Luxembourg qui est à 2 heures, pour ceux qui veulent venir visiter la Cour, ce n'est pas Saint-Pétersbourg, hein. Vous pouvez venir très facilement en TGV maintenant. Nous recevons 15 000 visiteurs par an, et donc cette architecture, c'est un lieu public, vous pouvez venir la visiter, je ferme cette parenthèse. Eh bien, quand elle vient à Luxembourg, à la fin des années 60, elle est très anxieuse parce qu'elle va passer le concours et elle ne sait pas où est la Cour. C'est normal. À l'époque, la Cour de justice était installée dans le bâtiment patrimonial, s'il en faut, qui était la Villa Vauban, et qui n'était pas à l'époque un palais de justice. C'était un bâtiment qui avait été mis à la disposition
de la Cour de justice par le Grand-Duché du Luxembourg. On est dans les années 50, au début des années 60. L'aventure européenne n'est pas ce qu'on en connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette histoire est quelque chose de très établi. On oublie que c'est quelque chose de fragile, qui repose uniquement sur la volonté politique. Et à l'époque, on ne se battait pas pour recevoir le siège des institutions, et ni pour bâtir des endroits patrimoniaux pour les accueillir. Et c'est dans les années 60 que la ville de Luxembourg va mettre à la disposition de la Cour de justice des bâtiments avant que l'on décide de construire un palais de justice. Dès les années 70, et l'inauguration de ce palais aura lieu en janvier 73, on décide non pas de faire la justice dans un bâtiment quelconque, mais de le faire dans un palais. Parce que la justice, dans tous les États membres de l'Union européenne, elle est rendue dans un lieu symbolique, elle est rendue dans un lieu patrimonial. Et c'est le palais que vous voyez juste en bas. Le problème, c'est que, ou la chance, ou l'histoire, c'est que l'Union européenne, à l'époque la Communauté économique européenne, elle se fait en se faisant. Et lorsqu'on a un bâtiment, il est toujours déjà trop petit. C'est-à-dire que quand on va rentrer dans le palais de justice en 1973, on n'a pas encore intégré le fait qu'on était en pleine négociation pour recevoir de nouveaux États membres, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Et donc, dès qu'on entre dans le palais, eh bien, il est trop petit, il faut déjà construire de nouvelles extensions. Et c'est les extensions dont a parlé Dominique Perrault tout à l'heure. Il y a déjà une idée patrimoniale derrière. Il y a l'idée que ces extensions, elles ne devront pas être construites de telle sorte qu'elles défigurent la vue qu'on aurait du palais. Donc, elles seront construites par Fritsch et Paczkowski en dessous. Et là, ces constructions interviendront dans les années 80. Alors, le palais que je vous ai montré tout à l'heure, ce palais de 1973, on pourrait penser, c'est une autre vue que celle qu'a montrée Dominique Perrault, et c'est à dessein que j'ai pris celle-ci, en fin de journée, on est un peu fatigué, vous pourriez vous dire, mais finalement c'est la même image, cette image de gâteau au chocolat saupoudré un petit peu, magnifique photo de Georges Fessy, on pourrait penser que c'est le même palais, sauf que là, ce qu'on voit, c'est le palais redessiné par Dominique Perrault, c'est-à-dire qui a été totalement détruit, et autour détruit, c'est-à-dire désossé, rebâti à l'identique pour sa structure, et autour duquel vous voyez, si avec vos yeux d'architecte vous le voyez forcément, mais vous voyez l'anneau qui a été construit autour du palais d'origine. Et cet anneau, c'est l'anneau dans lequel sont installés les cabinets des membres de la Cour de justice, les juges et les avocats généraux, car le palais d'origine a été entièrement transformé de telle sorte que ça devienne seulement un lieu public, si je puis dire. Ce sont les salles des pas perdus, ce sont les salles d'audience. Et autour de ce palais, l'anneau où sont installés les cabinets. Car, dans le dialogue avec l'architecte, car c'est un dialogue qui dure depuis bientôt 25 ans, une bonne vingtaine d'années, 20 ans. Mais ça ira jusqu'à 25 parce que vous êtes invité à l'inauguration de la 3e tour de la Cour de justice de l'Union européenne qui aura lieu le 4 décembre 2019. Eh bien, dans ce dialogue, il y avait trois guidelines qui avaient été fixées à Dominique Perrault. Conserver le palais d'origine parce que les membres étaient attachés à ce palais. Ils voulaient garder ce palais. Et d'ailleurs, les membres, les plus anciens, nous disent toujours « Mais Perrault, il a détruit le palais ou c'est toujours le même palais ?» On répond que c'est toujours le même palais, même si il est un peu différent. Bon. Le deuxième impératif qui était fixé dans le dialogue avec l'architecte, c'était de faire en sorte que l'on sépare correctement les espaces privés des espaces publics. Et enfin, on est dans notre sujet, il s'agissait de faire en sorte que ce bâtiment puisse évoluer, qu'il soit évolutif, car déjà, bien qu'il fasse aujourd'hui pratiquement près de 250 000 m² dans toutes ses fonctions, c'est donc pas un petit bâtiment, c'est donc pas un petit palais. Dès qu'on est rentré dedans, non pas en 2004, parce que c'était fait pour accueillir les nouveaux États membres de l'élargissement de 2004, dès qu'on est rentré dedans en 2008,
il était déjà, d'un certain point de vue, trop petit, parce qu'on avait déjà d'autres États membres qui étaient rentrés. Mais comme la Cour de justice, en tant qu'institution, a été appelée par l'autorité budgétaire à devenir propriétaire de ces bâtiments, elle ne peut pas développer des projets architecturaux en allant devant l'autorité budgétaire en disant « Écoutez, j'aimerais 50 000 m² de plus, parce qu'on peut imaginer que dans 5 ans, eh bien, tel et tel pays qui n'est pas aujourd'hui dans l'Union rentrera dans l'Union, parce que ça, c'est une décision qui relève du politique, et le politique, quand il prend la décision, il la prend, mais il ne l'anticipe pas forcément d'un point de vue budgétaire. » Alors, à la fois, on avait conservé le palais, mais on n'avait pas fait que conserver quelque chose. Il s'agissait de donner, même dans la réalité des bâtiments, une vision des choses qui étaient différentes. Non pas construire des tours de Babel, parce que c'est la grande idée, Dominique Perrault a parlé des juristes linguistes qui habitent nos tours. Oui, ce sont des juristes et des linguistes, c'est-à-dire des gens qui parlent 4, 5, 6, 7, 8, 9 langues, et qui font en sorte que tous les arrêts de la Cour, et ça c'est une conception politique de la justice, soient mis à la disposition de l'ensemble des juges des États membres de telle sorte qu'ils appliquent ce droit communautaire. On peut ne pas vouloir cet état de choses. Moi, travaillant, je travaille, je suis évidemment pour, parce que je veux construire une Union européenne. Mais si on veut la construire, il faut qu'on apporte cette jurisprudence dans les langues des États qui doivent l'appliquer. Et imaginez ce que serait la réaction des juges qui habiteront ou pas la Alfréciné, ou le bâtiment de Renzo Piano, et imaginez quelle serait leur attitude s'ils devaient appliquer une jurisprudence de la Cour rédigée uniquement en anglais, par exemple. Je pense que ce serait assez vite réglé. D'où ces tours qui ne sont pas la tour de Babel, mais qui sont les tours qui s'inscrivent dans un circuit, dans un cadastre, si je puis dire. C'est-à-dire que la Cour ne peut pas non plus s'étendre sur des milliers de kilomètres. Elle a un périmètre d'implantation. Et donc, la façon la plus réaliste consistait à monter des tours pour pouvoir y installer les gens qui doivent y travailler. Et là, vous avez la même photo que celle que vous montrez, Dominique Perrault, c'est-à-dire la photo de ce que vous verrez en venant assister à l'inauguration, le 4 décembre 2019, de la 3e tour de la Cour de justice de l'Union européenne. Et le problème est de savoir, et je pose cette question à l'architecte, dans le dialogue que nous avons, quand est-ce que ça se termine? C'est-à-dire quand est-ce que, et c'est peut-être ça la question à laquelle il ne faut pas répondre, quand est-ce qu'un projet architectural prend fin? Et j'aimerais simplement terminer en vous remerciant de votre attention, en disant que ce qui est intéressant dans ce dialogue architectural avec le cabinet Perrault depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il ne s'agissait pas de faire du neuf avec du vieux, il s'agissait de construire que du neuf, mais en donnant le cas échéant l'impression que c'était du vieux. D'ailleurs, si vous venez à la Cour, on ne pense pas forcément que ce palais est tout neuf. On ne pense pas forcément que ça vient d'être construit. Et c'est une très bonne chose. On pense qu'on rentre quelque part. On pense que c'est un lieu incarné, qui incarne une fonction. Alors la forme et la fonction, ce n'est pas mon sujet. Je pense que ça a été celui de l'architecte quand il s'est agi de savoir comment on installait des salles d'audience. C'est toujours d'ailleurs une question. Comment on installait le logo de la Cour à tel et tel endroit, comment on installait les cabinets des juges. Il s'agissait pour nous de faire histoire. Le cabinet du secrétaire général de la Cour de justice, il est exactement dans le nouveau anneau, au même horizon que celui qu'il occupait il y a une trentaine d'années dans l'ancien palais, et la même chose pour le cabinet du président de la Cour. Donc je pense que cette architecture, elle nous permet peut-être simplement de voir vers l'avenir, d'avoir une perspective, celle de la construction de l'Union européenne, pour peut-être construire une aventure. Il n'y a pas beaucoup d'aventures aujourd'hui qu'on peut construire, l'Union c'en est une. Pour épouser peut-être un mot d'ordre que je reprendrai, qui avait été cité justement dans une émission récente avec Badinter, c'était qu'il faudrait penser haut et rêver noble. Je vous remercie. Merci Jean-Michel Rachet. Bien, il reste trop peu de temps pour entamer un débat sérieux avec vous. Alors voilà ce que je vous propose. Puisque c'est la saison 1, vous l'avez compris, des débats et des tables rondes, je vous réinvite le 16 mars, où justement là nous aménagerons une plage suffisante et conséquente pour un débat avec vous,
parce que j'imagine que toutes ces questions qui ont été soulevées ici ont suscité chez vous bien des interrogations et bien des envies de réagir. Je terminerai en vous signalant la sortie de ce livre, qui est en fait le catalogue qui accompagne l'exposition, avec des contributions de tous ceux que vous avez entendus aujourd'hui. Voilà, ça sort aujourd'hui et c'est à la librairie si vous le souhaitez. Je vous remercie à tous et je remercie beaucoup ceux qui sont venus très loin pour nous parler, en particulier.